Je vous félicite d'être là alors que le Premier ministre va encore nous donner plus d'informations sur le déconfinement, mais vous avez tous souhaité rester en ligne avec nous, c'est formidable. Alors, c'est un webinaire un peu exceptionnel. Moi, je suis Isabelle Coustet, je dirige le bureau du Parlement européen, mais je ne prendrai la parole que là, maintenant, pour vous accueillir. Féliciter les 3 Europe Direct qui co-organisent, je les félicite. Je suis très fière de pouvoir leur donner l'appui technique de mon équipe pour organiser ce genre d'événement. Alors, on a l'Europe Direct alors, les 3 sont de Normandie, l'Europe Direct de Caen, l'Europe Direct Normandie-Vire et l'Europe Direct Normandie-Évreux. Chacun va animer sa partie, ils se sont répartis les thèmes. Nous aborderons les thèmes de la jeunesse, la solidarité et puis de l'économie, des conséquences économiques qu'a cette crise inédite et surtout terrible aujourd'hui pour toute l'Union européenne. Et surtout, je voudrais remercier nos 3 députés européens qui ont accepté d'être présents à la même heure. Eux-mêmes à partir de chez eux, donc effectivement encore confinés dans leur lieu, leur circonscription respective, bien qu'il n'y ait plus de circonscription régionale en France. Les députés européens sont élus sur une liste nationale. Alors, je vais présenter les 3 députés européens très rapidement. Aurore Lalucq, je ne vous vois pas, mais si je vous ai vu au tout début, merci beaucoup Aurore. Donc, vous êtes députée européenne élue depuis les dernières élections en 2019 donc au Parlement européen. Vous êtes économiste et vous êtes membre de la commission des affaires économiques au Parlement européen, mais aussi du commerce international dans votre 2e commission. Et puis, vous êtes aussi membre du groupe des sociodémocrates au Parlement européen, puisque c'est important aussi qu'on donne votre appartenance politique. Stéphanie Lyon-Courtin, puisque je vous vois donc là avec un beau drapeau européen, du Parlement même européen derrière vous, ce que je n'ai pas réussi à faire chez moi depuis que je fais des webinaires, donc je m'en inspirerai la prochaine fois. Vous êtes élu aussi, vous, depuis 2019, depuis juin 2019. Vous êtes membre de la commission économique, vous êtes même vice-présidente de cette commission et aussi du marché intérieur, donc aussi 2 commissions qui sont importantes pour les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, notamment la jeunesse, Erasmus, etc., même si c'est aussi abordé dans la commission culture. Et puis, vous êtes membre du groupe Renew Europe, qui est l'ancien groupe qu'on appelait avant des libéraux démocrates, pour vous situer, donc En Marche pour l'appartenance française. Et enfin, David Cormand, vous aussi, merci beaucoup d'être là. Et vous êtes, vous, député européen vert, élu aussi en 2019. Donc 3 nouveaux députés européens finalement. Vous n'êtes pas nouveau en politique, vous êtes juste nouveau dans ce mandat. Et vous êtes aussi le patron de la délégation française du groupe des Verts, je crois. Vous co-dirigez avec voilà. Michel Rizzi. Voilà, vous co-dirigez selon la tradition du groupe des Verts au Parlement européen, qui a aussi 2 présidents, enfin 2 coprésidents, mais vous avez aussi chaque délégation française dans un groupe politique a sa délégation avec quelqu'un qui est plus précisément chargé de coordonner le travail de cette délégation. Donc voilà, je voulais citer ça, mais vous êtes aussi membre de la commission des budgets et puis aussi connu en France pour vos activités politiques au sein des Verts. Voilà, donc 3 députés européens fraîchement émoulus, mais assez expérimentés en politique, et je vous remercie vraiment d'avoir accepté de participer à cet événement qui est également transmis en direct sur un événement Facebook copartagé par les 3 Europe Direct, qui sont des structures, je le rappelle pour s'il y a du public qui ne les connaît pas, qui sont des structures qui sont chargées de diffuser l'information sur l'Union européenne dans les territoires français. Et à ce titre-là, ils reçoivent des subventions de la Commission européenne, mais ils sont aussi très actifs avec nous, Bureau du Parlement européen en France, et s'appuient beaucoup aussi sur vos activités de députés pour les faire connaître et organiser des débats.
Voilà, donc je les félicite et puis je vais passer immédiatement la parole à Lucia du CRIJ, enfin du CIED, pardon, du Centre Europe Direct de Caen, et qui est aussi un centre CRIJ. Et donc, je pense que le premier thème qui sera abordé sera la jeunesse. Voilà, je ne pas plus parce que le temps nous est compté, il y a très peu de temps. Cette crise et son impact global touchent particulièrement une population vulnérable en temps de crise, les jeunes. Selon une étude française, Moi jeune, confiné et demain, 56% des jeunes s'inquiètent des conséquences de cette crise sur leur avenir. Les études, notamment des stages annulés, les jobs d'été, la recherche d'emploi, les premiers emplois pour 130 d'entre eux, les projets de réorientation et la création d'entreprises. Considérez-vous que cette situation est transposable à la jeunesse européenne? Quelles sont les mesures prévues au niveau européen dans le cadre des coopérations entre les États membres pour minimiser cet impact et permettre aux jeunes de mieux envisager leur avenir? Merci beaucoup. Je donne la parole maintenant à David Cornan. Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir organisé ce débat. Merci de cette présentation avec trois thématiques, jeunesse, solidarité, économique, et en réalité s'entrecoupent. Sur le premier sujet, qui est la question de la jeunesse, une remarque, c'est que on a l'habitude de renfermer dans un terme générique la jeunesse. En réalité, il y a des jeunesses dans l'Union européenne, en fonction des pays, en fonction des lieux où on vit, même à l'intérieur d'un pays, plutôt en zone rurale, en zone urbaine, et puis surtout selon qu'on est plus ou moins pauvre ou qu'on est plus ou moins riche. Et je pense que c'est important d'avoir une vision différenciée des différentes catégories de jeunesse. Sur les problèmes que pose la crise actuelle spécifiquement à la jeunesse, en fait, cette crise, elle révèle des inégalités qui étaient déjà présentes avant, sauf qu'elle étend encore, elle aggrave encore ces inégalités. Donc, quand vous êtes dans une catégorie plutôt précaire, et ben, vous prenez cette crise en pleine poire avec d'autant plus d'acuité. D'ailleurs, on a des retours sur notamment les jeunes qui sont confinés seuls, alors soit qui font des études et dans des espaces assez petits, qui sont inquiétants de la manière dont ils vivent forcément d'autant plus douloureusement cette épreuve. Aussi la situation de jeunes qui avaient commencé à s'émanciper de chez leurs parents et qui, à l'occasion de ce confinement, sont contraints d'y retourner, et ça ne se fait pas forcément dans la joie et la félicité. Sur les actions de l'Europe en direction de la jeunesse, moi, ce n'est pas des dossiers que je suis particulièrement, puisque je suis en commission budget et en commission sur le marché intérieur et le droit des consommateurs, mais il y a la mesure la plus connue, peut-être, qui est la mesure Erasmus. Donc, c'est très bien que ça existe. Le problème, c'est que c'est quand même une mesure qui est majoritairement utilisée par un certain type de jeunesse, qui n'est pas forcément, par exemple, la plus pauvre ou qui ne fait pas d'études. Et puis, un autre pilier qui est important, mais qu'on a de plus en plus de mal, ça je l'ai vu en commission budget, à obtenir des financements pour, qui est l'aide à l'emploi de la jeunesse, parce que l'Europe a des enveloppes qui sont prévues pour cela, mais dans des volumes qui sont notoirement insuffisants. Je ne vais pas être trop long parce que je crois qu'on a 3 minutes, mais juste en 2-3 phrases, dire que quand on pense aux politiques de jeunesse, en fait, c'est la politique du temps long. Or, on est dans une période de notre histoire économique, politique, sociale, où il y a quand même, je pense, une conflictualité entre, on parle beaucoup du monde d'avant et du monde d'après en ce moment, entre les rentiers et les bénéficiaires du monde d'avant, qui sont attachés à un certain modèle économique, monde d'après, qui soit positif ou qui soit négatif. Et là, il y a un enjeu, y compris de cohésion entre les générations, que les décisions qui sont prises n'empêchent pas les générations les plus jeunes aujourd'hui de pouvoir vivre dans un monde vivable, ce qui est loin d'être le cas, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera d'économie et de solidarité. Merci David Cornan, merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole à Aurore Lalouk. Merci.
Bonjour et merci de l'organisation de cet événement. Je vais rebondir parfaitement sur ce que David a dit en fait. C'est-à-dire que je pense que le meilleur cadeau qu'on pourrait faire à la jeunesse et qui est déjà un cadeau finalement fini, ça aurait été de ne pas détruire la biodiversité et qu'ils puissent vivre dans un univers relativement sécurisant. Or, on le voit bien aujourd'hui avec la crise qu'on est en train de vivre. La crise qu'on est en train de vivre n'est pas qu'une crise sanitaire, c'est une crise aussi d'un système économique qui bien trop prédateur, capitaliste, pas capitaliste, peu importe, mais beaucoup trop productiviste et qui a un problème de respect en règle générale des écosystèmes. Et on voit ce que ça a pu donner. Ça a donné des liens entre certaines espèces animales et l'être humain qui n'auraient pas dû être, avec les conséquences dramatiques et létales que nous vivons aujourd'hui. Donc ça, déjà, en fait, fondamentalement, c'est loupé. Et c'est vrai qu'au niveau européen, jusqu'à présent, on a eu des projets pour les jeunes qui étaient Erasmus+, etc., les corps européens de solidarité. Mais très sincèrement, ce sont des projets qui s'adressent vraiment à une classe, à mon sens, très spécifique, qui a tendance à les user, à les suruser d'ailleurs, et à des gens avec un certain niveau de formation, qui viennent d'un certain niveau, dont les parents ont un certain background culturel, intellectuel, professionnel. Bref, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Donc, je sais qu'il est de bon ton, à chaque fois qu'on parle de jeunesse et d'Europe, de vanter Erasmus, et je pense que la crise qu'on traverse aujourd'hui nous pousse à faire, à mon avis, bien mieux. Il va falloir changer drastiquement notre système économique et sociale pour pouvoir proposer à la jeunesse européenne un monde vivable, tout simplement vivable. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais grosso modo, il y a des enfants qui sont en train de vivre quelque chose qui est déjà pour nous très dur à vivre, c'est-à-dire une crise sanitaire d'ampleur mondiale où on se retrouve tous enfermés chez nous. Enfin, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction. C'est pas normal. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il va falloir là aussi être en capacité de gérer à la fois la crise environnementale, mais aussi la crise sociale et la question du chômage. Les jeunes sont particulièrement touchés par le chômage au niveau européen. Donc moi, j'insisterai et je plaiderai pour ce qu'on appelle l'employeur en dernier ressort, la garantie de l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes aujourd'hui qui sont mis en place pour assurer une partie du chômage via du prêt au niveau européen pour que les États puissent avoir un peu de marge de manœuvre à ce niveau-là. Pourquoi pas créer une garantie de l'emploi comme il existait sous Roosevelt, c'est-à-dire qu'on embauchait les jeunes. L'État a embauché les jeunes sous la crise pour pouvoir créer des parcs naturels, pour pouvoir restaurer la biodiversité, pour pouvoir construire certaines infrastructures et former en même temps les jeunes. Et je pense que là, on aurait quelque chose d'intéressant parce qu'on ce serait une aide directe à la fois pour améliorer l'état de l'environnement et pour trouver tout de suite une solution à la question du chômage et la question sociale. Voilà. Merci à Hortalou. Maintenant, je passe la parole à Stéphanie Yoncourtin. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci au bureau du Parlement européen à Paris et aux 3 centres, Europe Direct, Vire, Caen, Évreux, pour leur présence, pour la co-organisation de cet événement et de cet échange très important qui devrait avoir lieu beaucoup plus souvent. C'est un appel, je sais que c'est ce que vous avez envie de faire et vraiment bravo. Et je sais que ça se fait partout ailleurs et que vous en faites avec d'autres députés. Merci d'avoir choisi les Normands. Ou apparenté pour Aurore, on l'a accepté bientôt avec une marinière normande. Donc, vous voyez, voilà. Ouais, je sais bien. S'agissant de la jeunesse, alors moi je suis d'accord pour effectivement, je rejoins ce que disait David pour dire qu'effectivement cette crise, comme toutes les crises, elle aggrave les inégalités qui existent déjà, elle les accentue. Là où je suis pas d'accord, c'est pour dire que, et là je rejoins ni David ni Aurore pour dire que Erasmus c'est dédié à un certain type de jeunesse, c'est au bac+5 et c'est en gros aux enfants privilégiés. Alors, moi-même, j'ai fait Erasmus, alors j'avais quelques années d'université derrière moi. Pour autant, je ne fais pas du tout partie de ces familles aisées et ça m'a bien aidée. Je n'aurais pas pu partir en Erasmus si je n'avais pas eu cette chance d'avoir ce soutien. Et je voulais dire aussi, et c'est dommage, Erasmus, plus justement, c'est pour des chômeurs, c'est pour des apprentis. Et c'est, on l'a vu, c'est une volonté d'étendre un dispositif qui a fait ses preuves sur certes des gens qui ont un bac+,
quelques années, de le faire pour ceux justement qui ont moins la chance d'être favorisés. Donc ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que je pense que, et ça je sais que c'est un travail qui est en cours, puisque dans le cadre de la révision du cadre financier pluriannuel, il y a cette volonté justement d'augmenter le budget d'Erasmus pour le faire davantage bénéficier à ceux qui en ont besoin. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, cette crise révèle un système compliqué, mais je crois que, et ce que je voulais dire par rapport, là je rejoins David et Aurore, sur le fait que pour certains jeunes, c'est assez compliqué, qui sont en décrochage ou qui ont des difficultés parce qu'ils sont dans des milieux sociaux ou dans des zones reculées qui ne leur permettent pas en fait, de suivre, qui décrochent. Il faut absolument que, et c'est aussi la volonté européenne, de donner un coup de booster à la digitalisation en lien avec la jeunesse. Donc en fait, il faut promouvoir les outils numériques. Je sais qu'il y a en ce moment un rapport de la Commission européenne sur l'éducation digitale, un plan d'action à l'éducation digitale qui devrait normalement sortir en juin et qui justement prévoit l'aide aux familles qui ne disposent pas de connexion ou de matériel informatique, la création de plateformes d'apprentissage, l'éducation surtout des élèves dans des quartiers isolés, dans des familles déshéritées, dans des endroits reculés qui ne disposent pas de connexion ou de matériel informatique, d'aide à la fois dans le cadre de programmes européens FEDER pour la couverture des zones blanches sans Internet et via le FSE pour les connexions ou les matériels informatiques pour ceux qui en ont plus besoin. Je voulais aussi souligner, alors même si moi je ne suis pas non plus dans cette commission, qu'avec ma collègue Laurence Farran de Renaissance, dans le groupe Renew, il y a quelque chose qu'on souhaite développer également, c'est la plateforme de e-twinning, qui est financée justement dans le cadre d'Erasmus+, qui va permettre à la fois aux professeurs d'organiser des échanges Erasmus sans qu'on puisse se voir véritablement, de monter des projets virtuels, d'échanger entre eux sur de nombreuses thématiques. Parce que Erasmus+, je le rappelle, peut-être que c'est quelque chose qui est perfectible, sûrement, mais justement, je crois que c'est un outil qui a fait ses preuves jusqu'à présent. Moi, je peux en témoigner, je connais beaucoup d'autres personnes, croyez-moi, qui sont issues de milieux sociaux assez modestes et qui l'ont fait. Et je crois que cette crise, elle révèle également, quand on voit ce que l'Institut Delors nous montrait hier, qu'il y a une méconnaissance de l'Europe et que les jeunes qui sont très impactés, mais tout le monde, en fait, se détourne de l'Europe parce qu'on ne connaît pas suffisamment ces dispositifs. On ne sait pas ce qui se passe. Et vous, je vous remercie d'être là parce que vous êtes là pour montrer sur les territoires qu'il y a des choses à faire. Et nous, on doit être les relais de ça. C'est très important. Donc, je crois qu'il y a eu des actions également à court terme, d'urgence, qui ont été mises en place pour la jeunesse et pour éviter qu'elle décroche. Je crois que notamment s'agissant encore d'Erasmus, mais aussi du corps européen de solidarité. Les jeunes ont pu repousser leur date de départ à cause des problématiques de confinement. Certains ont pu étendre leur durée de projet ou leur durée de stage ou d'études dans d'autres universités. Donc, je crois que véritablement, il faut qu'au-delà des mesures d'urgence qui sont prises, il faut vraiment prendre la mesure des choses et bien évidemment aider les jeunes qui sont les plus en difficulté. Dans le cadre du plan de relance, ensuite, et là je rejoins Aurore, il faut étudier la façon dont on peut aider les jeunes qui vont être en quête d'un premier emploi, qui vont se retrouver sur le marché du travail avec les difficultés qu'on connaît, pour faire en sorte que on les aide, parce que cette crise, elle est le révélateur effectivement de choses peu vertueuses, si je puis dire, mais il faut aussi essayer de voir le côté positif de cette crise en se disant mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui doit fonctionner dans un présent, et il faut que les jeunes soient de nouveau sur les rails, et il faut véritablement qu'on les aide à connaître mieux l'Europe, parce que l'Europe, c'est aussi notre issue. Prenons garde au populisme et au rejet de l'Europe. Et ça, moi, ça me fait très peur. Donc, vraiment, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais là, accrochons-nous sur ces dispositifs qui sont certes pas parfaits, mais qui existent déjà pour les faire vivre. Merci Stéphanie. Merci à tous
vous trois pour nous avoir répondu. Maintenant, on va demander à Pauline s'il y a des questions, quelles sont les questions du chat. Merci beaucoup, Pauline. Oui, tout à fait. On a pas mal de réactions sur le chat. Donc, il y a des réactions et il y a des questions. Donc, j'ai sélectionné les questions pour l'instant. Alors, la question, oui, c'était pour sauver l'emploi, est-ce qu'il ne faut pas assurer la survie des entreprises? Si, il faut faire. Mais en fait, la question de l'emploi, elle est toujours mythifiée. L'emploi, il y a l'emploi public et il y a l'emploi privé. Il y a les deux. Mais évidemment, de toute façon, il faut sauver d'urgence les entreprises en ce moment. Les grandes, mais surtout les petites. Et je pense notamment aux PME, aux TPE, mais aussi à tous les indépendants qui ont tendance à passer entre les mailles du filet social dans tous les pays, et notamment comme un pays comme la France. C'est-à-dire qu'on a un filet de protection sociale relativement généreux, c'est vrai, mais qui a été quand même bien taillé à la hache ces dernières années. Et même un pays comme le nôtre, il y a des trous énormes dans la raquette. Et aujourd'hui, on a notamment des étudiants, par exemple, qui font des petits contrats précaires pour pouvoir payer leurs études, payer leur loyer, manger des pâtes le midi. Eux, par exemple, sont aujourd'hui en grande souffrance. Donc oui, il faut mettre en place des plans pour sauver les entreprises. Moi, j'étais assez favorable d'utiliser la planche à billets parce que la seule institution réelle qui fonctionne à peu près bien au niveau européen, c'est la Banque Centrale Européenne. Voilà, il n'y en a pas 15 000. C'est la seule qui a une force de frappe vu qu'on n'est toujours pas dans un système réellement fédéraliste. Donc, moi, à mon sens, l'urgence aurait été de faire de la monétisation de la dette, c'est-à-dire de financer directement les États pour que les États puissent aider, sans passer par les marchés financiers, puissent aider directement leur économie et éventuellement, mais je sais que cette question fait débat même au sein des économistes, et éventuellement utiliser la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire que sur un temps circonscrit, la Banque Centrale Européenne, vu que cela, ce n'est pas interdit par les traités pour le coup, puisse financer un certain nombre d'entreprises, notamment les PME, TPE. Mais oui, tout à fait, il y a un sujet qui est qu'il faut sauver socialement tout le monde. Et sauver socialement tout le monde, ça ne veut pas dire ne défaire des contraintes environnementales. Ça veut dire les garder pour ne pas retomber dans le monde d'avant dont parlait David tout à l'heure. Une question toujours autour de l'économie que je vais adresser à Monsieur Cormand. À l'époque de la crise économique de 2007, la crise économique de 2007 avait frappé très durement les plus jeunes, notamment les jeunes actifs. L'UE avait réagi en renforçant les programmes de soutien au NEET à travers le FSE. Quelle perspective pour ces dispositifs dans les prochains mois? C'était le sens tout à l'heure de ce que j'indiquais, bien sûr, qu'on soit clair. Il ne s'agit pas de remettre en question Erasmus. C'est un outil qui est intéressant. Ce que je souhaitais souligner, c'est que à ce stade, même s'il y a des gens de tous les milieux, c'est plutôt des gens qui font des études. J'ai compris que dans les lycées professionnels, ça se développe, mais c'est toujours pareil. Même quand un dispositif s'adresse à tout le monde, c'est pas tout le monde qui y a recours, parce qu'il faut se sentir, socialement autorisé à faire ça. Et c'est vraiment l'idée de l'Europe accessible. Je pense que dans la vision qu'on a de l'Europe, il y a pour beaucoup de gens une vision très lointaine. C'est un peu comme l'accès à la culture. C'est que même si vous avez des billets pas chers, vous ne vous sentez pas forcément autorisé à y aller. Et effectivement, il y a des catégories qui sortent complètement des grilles qui sont éligibles à des aides. Donc, en principe, le FSE, effectivement, il sert à ça. Moi, mon sentiment, c'est que quand on parle de politique de la jeunesse, c'est quoi? C'est de permettre aux jeunes de s'émanciper. Et pour s'émanciper, il faut avoir les moyens de vivre. Et donc, mais Aurore en parlait, il y a nécessité d'avoir, à défaut d'un revenu universel tout de suite, un revenu de solidarité et d'émancipation pour notamment les plus jeunes. C'est même en France, entre 18 et 25 ans, vous n'avez pas le droit au RSA, par exemple. Et le RSA, ce n'est pas pouvoir aller en boîte de nuit tous les soirs, c'est tout juste pouvoir survivre. Et donc ça, pour moi, je pense que l'Union, il y a un point aveugle dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, à tort ou à raison, que trop souvent, les politiques européennes, c'est pour arroser là où c'est déjà humide. C'est-à-dire que c'est pour accompagner là où ça va globalement à peu près bien, ou pas trop mal. Et du coup, on sort du cadre tout un tas de gens qui ne savent même pas de ce dont on est en train de parler. Et donc là, l'Union, elle a une mission spécifique, et spécifiquement sur la jeunesse, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut le plus facilement
raccrocher les gens. Donc là, effectivement, la politique FSE, qui sont des budgets, une petite incise, quand on parle du budget de l'Union européenne, on parle de peanuts. Hein. Le budget de l'Union européenne, il faut comprendre que l'Union européenne, c'est un géant économique, c'est le premier marché du monde, on est plus fort économiquement, en tout cas pour l'instant, que les États-Unis, que la Chine, collectivement. Sauf que notre budget, on se bagarre pour atteindre 1,3 des richesses produites en Europe, hein, du RNB. Pour avoir une mesure de comparaison, les États-Unis, qui ne sont pas tout à fait un pays marxiste, leur budget fédéral, c'est 23% des richesses produites. Bien sûr, ça ne correspond pas aux mêmes compétences, mais si on veut pouvoir avoir un levier d'action, notamment pour aider la jeunesse, il y a un enjeu que l'Union européenne cesse d'être un nain budgétaire. Car aujourd'hui, on voit bien qu'on est l'essentiel du pouvoir de l'Union européenne, c'est un pouvoir réglementaire. On vote des règles. Mais en matière de fiscalité, on ne lève pas d'impôts, quasiment pas. Et en matière de subventions, de budget, on ne pèse quasiment rien. Et donc, on tourne en rond souvent à parler de politique que peut mener l'Union européenne, mais il y a un enjeu majeur, si on veut que les mots ont un sens, c'est que l'Union est une véritable puissance budgétaire. Ça veut dire multiplier son budget actuel pour qu'on puisse commencer à parler sérieusement par 3 ou par 4. C'est de ce volume-là dont on doit parler. Est-ce que, Madame Lyon-Courtin, vous pouvez nous en dire un peu plus sur Erasmus, du coup sur l'avenir d'Erasmus, notamment l'année prochaine, budget et orientation? Oui, en transition avec ce que disait David, vraiment tout l'enjeu, c'est effectivement l'enjeu budgétaire. Si on veut faire des choses, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et c'est ce qui achoppe pour Erasmus+, c'est-à-dire que pour la programmation, vous savez, 2021-2027, la Commission européenne, elle propose de doubler le budget d'Erasmus, c'est-à-dire de passer de 7 milliards à l'heure actuelle à environ 14 milliards. Le Parlement, lui, souhaiterait, en tout cas nous, c'est ce qu'on défend, le tripler. On voudrait 45 milliards d'euros parce que, comme je l'ai dit, il s'agit véritablement d'élargir le périmètre d'Erasmus qui date depuis 1987, et je le répète, en fait, qui est le plus grand programme de mobilité au monde, qui est vraiment envié à l'extérieur et qui doit être musclé, bien évidemment. Et ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment, nous, simplifier les procédures administratives, aider les jeunes, réintroduire vraiment une vraie dimension d'insertion. Et donc, encore une fois, ne pas faire bénéficier Erasmus uniquement au Bac+5, si je peux me permettre, mais il y a déjà eu quelque chose d'intéressant université pour booster la coopération de ce qu'on appelait Discover EU dans le programme. C'était des billets qui étaient proposés aux jeunes pour découvrir l'Europe en train. Alors effectivement, en ce moment, l'Europe en train, on va plutôt le découvrir à travers l'ordinateur. Des centres d'excellence pour l'apprentissage, aider également toutes les personnes en situation de handicap, les personnes à la recherche d'un emploi. Et donc, je crois que en ce moment, permettre à Erasmus+, justement, d'aller dans cette direction, d'aider les jeunes chômeurs, par exemple, d'essayer de flécher davantage le programme Erasmus vers cela. Erasmus+ serait intéressant. Et il y avait aussi une plus grande prise en compte de la dimension sportive du programme. Et il y avait aussi un pilier également très important et très fort pour l'inclusion, je l'ai dit tout à l'heure, mais des personnes ayant moins d'opportunités. Et donc, je crois que Erasmus+ pourrait être un biais, une passerelle et un levier en ce moment pour les personnes justement en situation de crise, pour les aider à découvrir l'Europe, alors à le faire éventuellement virtuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en reliant avec effectivement des programmes plus virtuels, notamment le e-twinning, continuer les programmes de jumelage, parce que plus que jamais, l'Europe doit être vraiment au cœur de la réponse dans cette crise. Dès le départ, elle a été peut-être plus ou moins présente. C'est peut-être la transition avec les prochains sujets, mais en tout cas, il faut que l'Europe soit au rendez-vous, et l'Europe, c'est nous toutes et tous. Merci beaucoup, Stéphanie Lyon-Courtin. Maintenant, on va passer à la thématique de la solidarité, et je passe la parole à Michael. Thématique de la solidarité, j'ai une question un peu longue, j'espère que ça va aller. Au niveau donc l'image de l'Union européenne a un peu beaucoup souffert, mais est-ce qu'elle souffert durablement, c'est la question, souffert durablement avec les cafouillages du début de cette crise sanitaire, tandis qu'au même moment, des élans de solidarité
citoyenne existait partout en Europe et que finalement, l'Europe a réagi. Après la sidération, elle a réagi quand même et elle a essayé de se montrer solidaire. Quand je parle d'Europe, je parle aussi des États membres et des institutions. Pourquoi on a eu un tel état de sidération? Pourquoi on a eu un tel manquement au début? Et comment on peut éviter cela à l'avenir? Doit-on inventer une nouvelle gouvernance pour avoir une solidarité plus effective? Donc, je donne la parole à Aurore Laluc. Effectivement, il y a eu du retard à l'allumage. Voilà, on l'a tous vu. Mais après, il y a eu bien pire comme situation, je trouve, que le retard à l'allumage des institutions européennes. La difficulté dans laquelle on est, je trouve, actuellement, et qui, moi, m'inquiète, c'est qu'il y a quand même une capacité de plus en plus grande à faire des institutions européennes une espèce de bouc émissaire assez idéal. Si on n'était pas au sein de l'Union européenne, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Étant dans l'opposition au gouvernement français, je serais tentée de dire que Emmanuel Macron n'a pas besoin des injonctions de Bruxelles pour mener les politiques qu'il mène. Elles seraient menées de toute façon. Voilà. Donc, il faut un peu faire la part des choses. Et la réalité aussi, c'est que les institutions européennes, certes, ont eu du retard au démarrage, mais elles sont intervenues. Et sans les 750 milliards de la Banque centrale européenne, qu'on soit d'accord ou pas avec la façon dont elle est intervenue, moi je pense qu'il y aurait plein d'améliorations à faire. Mais bon, elle est intervenue, elle a calmé la panique sur les marchés financiers, elle a calmé la panique sur les spreads, etc. etc. Heureusement qu'il y a eu cette intervention, sinon franchement on serait dans la panade. Donc les institutions sont intervenues, les institutions vraiment communautaires. Par contre le problème, c'est toujours le même, c'est cette espèce de double gouvernance au niveau européen, où d'un côté les institutions elles font le taf, moi je suis désolée, mais je trouve qu'elles font le travail. Le Parlement et la Commission n'ont pas beaucoup d'argent. On a quand même débloqué en urgence le peu d'argent qu'on a, parce que de toute façon, on ne lève pas l'impôt et on ne peut pas inventer de l'argent qu'on n'a pas. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi. Néanmoins, ce qui bloque à chaque fois et ce qui détruit l'image de l'Europe, c'est l'intergouvernementalité. Des espèces de gros groupes qui d'ailleurs n'ont aucune base légale. Enfin, c'est quand même un sujet. Et on l'a vu avec Varoufakis, qui a le caractère qu'il a, mais qui a eu le mérite un peu quand même de mettre les pieds en bas et de dire que il n'y avait pas de mémo, il n'y avait pas de prise de notes et que tout ça n'avait pas vraiment de base légale. Donc c'est un sujet. Et en plus, lors de ces Eurogroupes se tiennent des propos d'une rare violence, insultants. Souvent, quand on voit que certains pays qui sont en fait des paradis fiscaux font la leçon de morale aux pays du Sud qui, eux, payent leurs impôts et qui, en plus, sont en train de payer un lourd tribut à la crise sanitaire, c'est insupportable, c'est insoutenable en fait. Donc, il y a un vrai sujet, effectivement, à chaque fois, qui est celui de l'intergouvernementalité qui vient mettre régulièrement le bazar. Il ne faut pas oublier qu'il y a des institutions européennes qui fonctionnent, qui sont améliorables, certes, mais qui fonctionnent. Il y a un problème d'intergouvernementalité. Et là, ce qui est en cause, c'est plutôt la droite allemande et la droite des Pays-Bas qu'autre chose. Donc, il faut repenser aussi, même si ça marche par compromis, l'Union européenne, il ne faut pas non plus oublier la question du clivage. Moi, je serais tentée de l'appeler social-écologique droite. Voilà, il existe ce clivage-là. C'est important d'en reparler, sinon on a tendance à essentialiser l'Europe versus l'échelle nationale. Voilà. Et ensuite, pour la question de la solidarité, un jour, il faudra bien mettre en place les eurobonds. Et je sais que Stéphanie va probablement parler de Corona Bonds, mais non, les Corona Bonds, ce n'est pas la mutualisation de la dette. C'est la dette aujourd'hui qu'il faut mutualiser très, très rapidement. Et c'est maintenant sur cette dette-là, qui n'est pas remboursable par ailleurs, qu'il faut faire des efforts de solidarité entre pays du Nord et pays du Sud. Au-delà des clivages, je crois que je voudrais rappeler deux choses qui me semblent être essentielles. C'est que d'abord, cette crise sanitaire, elle est sans précédent, elle est mondiale, c'est une pandémie. Personne ne l'a vu venir, la grippette, et que à situation exceptionnelle, on fait comme on peut et on gère encore maintenant au jour le jour, et c'est compliqué. Première chose, parce que deuxième chose, c'est une crise sanitaire donc, qui a entraîné forcément une crise, qui entraîne une crise économique derrière, avec un impact social
catastrophique, mais c'est important parce que c'est là où je rejoins un peu Aurore qui l'a dit sans le dire, mais effectivement, à la différence de la crise financière de 2008 ou 2009, où on pouvait éventuellement trouver des États fautifs et coupables, personne n'est fautif. Là, il n'y a qu'un ennemi commun, c'est le virus. La deuxième chose, c'est qu'en matière sanitaire, en matière de santé, eh bien, la compétence, elle est nationale. Elle n'a pas été transférée à l'Europe. Elle est nationale, voire régionale. Vous pensez à l'Italie ou à l'Espagne, chaque région gère de son côté. Alors, comment aller reprocher, effectivement, l'Europe, c'est le bouc émissaire habituel, aller lui reprocher de ne pas agir si on ne lui donne pas les moyens d'agir? Il y a un moment, si dans votre travail, on ne vous demande pas de faire quelque chose et on ne vous confie pas les armes et les outils pour le faire, on ne peut pas aller vous reprocher de ne pas avoir fait quelque chose dont vous n'avez pas la mission. Mais ça, c'est important. Et donc, bien évidemment, cette crise, elle va nous obliger à réfléchir là-dessus. Alors, après, de dire que solidarité, trop tardif, on fait ce qu'on peut. D'abord, on n'a pas les armes, on n'a pas les compétences légales, et en réalité, c'est une question de communication. On a beaucoup plus d'élan de solidarité qu'on veut le dire, mais comme d'habitude, les médias préfèrent, je suis désolée de le dire, que ce soit local ou national, faire le buzz sur des trucs qui n'arrivent pas. Est-ce qu'on peut dire ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on peut dire les déploiements d'équipes médicales en Italie qui ont été effectués? Est-ce qu'on peut dire tous les équipements de protection, de soins, les masques, les combinaisons, les respirateurs qui ont été envoyés dans les États membres, sans le dire? Parce que, effectivement, quand on fait ça, on passe moins de temps à faire de la com. Est-ce qu'on peut dire que plusieurs transferts de patients français ont été effectués en Allemagne, au Luxembourg, en Autriche, et que ces pays n'ont rien demandé, notamment à la France? Est-ce qu'on peut dire que la Tchéquie s'est chargée de l'envoi de combinaisons de protection aux deux pays les plus touchés, l'Italie et l'Espagne, que, comme je l'ai dit, le Luxembourg a accueilli? Qui est allé le dire? Alors effectivement, on va aller parler des couacs, mais ils sont inéluctables dans une crise comme celle-là. Qui pourrait se targuer d'avoir zéro faute face à une pandémie sans précédent que personne n'a vu venir? Personne. Ou qu'on a minimisé, et j'ajoute une chose, qui a visé et qui continue à viser les États membres de façon différente et inégale. Donc, à un moment, effectivement, la solidarité, elle doit être renforcée, bien évidemment. Il va falloir tirer les conséquences de ça pour se dire qu'est-ce qu'on fait après. Effectivement, il y a maintenant un raisonnement économique et social, mais il y a deux choses. C'est que la Maison Europe, elle a effectivement commencé à brûler avec cette pandémie. Mais comme tout incendie, d'abord on éteint les flammes, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On reconstruit. Mais on reconstruit une fois que les choses sont bien éteintes et une fois que c'est froid et frais. Et donc, on n'est pas encore dans cette phase de reconstruction. On doit l'aborder rapidement, mais pas encore, pas trop vite. Parce que là, il faut encore parer à l'urgence. Et c'est ça qui est important. Alors, il y a des couacs. On va nous parler de Discovery, par exemple, qui est censé être la solidarité européenne par excellence pour le financement des traitements d'un vaccin contre le coronavirus. Mais oui, les couacs, c'est normal, ils existent. On n'a jamais été préparé à ça. Et je veux enfin rajouter une chose sur le local. Et je veux rajouter une chose sur quelque chose qui me déplaît profondément par rapport aux élus locaux. Je suis une élue locale. Moi-même, personne n'est parfait. Je voudrais, en cette période de commémoration du 8 mai 1945, en cette période de commémoration du 9 mai 1950, appeler nos élus qui vont aller tous éventuellement déposer des gerbes à souvenir de ce qu'est l'Europe, surtout ici en Normandie. C'est la solidarité. Et la solidarité, elle s'est illustrée récemment cette semaine avec l'achat d'1 800 000 masques par la région Normandie, financés, je vous le demande comment, à 80% par l'Europe. Alors, je voudrais qu'on arrive à le dire. Parce que moi, j'en ai marre qu'on dise que l'Europe ne fait rien. Parce qu'on est inaudible quand on dit ça. Et donc, bien évidemment, il y a des postures politiciennes. Aurore a parlé de désaccords, de clivage. Est-ce que dans cette période compliquée, on ne peut pas essayer de mettre nos énergies collectives ensemble face à cet ennemi commun qu'est le virus? Il n'y en a pas d'autre pour l'instant. L'heure sera toujours éventuellement à tirer des bilans, des conséquences. Mais pour l'instant, urgence et après relance. C'est une question passionnante parce que, mais ça a été dit par Stéphanie à l'instant, quand on se rappelle de la promesse originelle de l'Union européenne, c'était la paix et la prospérité. Donc, c'est la définition de la solidarité.
quand vous ne faites plus la guerre, c'est que vous êtes solidaire. Et la prospérité, c'est accès à une augmentation du niveau social. On a un problème, c'est que cette promesse initiale, elle semble être de moins en moins tenue par l'Union européenne. Et dire cela, pas que par l'Union européenne d'ailleurs, par le modèle économique et social global auquel on est confronté. Quand on dit cela, ce n'est pas une remise en question de l'Union européenne. D'ailleurs, Aurore a eu vraiment raison de le rappeler. On est devant un paradoxe, c'est qu'on fait beaucoup de reproches à l'Union européenne, alors ce qui pose problème, c'est les bons vieux États-nations. Les exemples ont été donnés, mais le dernier exemple intéressant, c'est la décision de la Cour de justice en Allemagne, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a rappelé à l'ordre en bafouant, vous savez, la hiérarchie des pouvoirs, c'est-à-dire que la Cour de justice européenne avait validé le principe de l'aide, de ce que j'en ai compris en gros, de la BCE, pour des emprunts et des prêts qui datent de la période antérieure. Et qu'il il y a une Cour de justice d'un des pays des 27, un peu notre Conseil constitutionnel à nous en France, qui met en demeure la BCE de justifier ce qu'elle ne souhaite pas voir fait. Et donc là, ce n'est pas les instances et les institutions européennes qui sont en jeu, c'est les bons vieux États-nations. Et là, pour moi, il y a une sorte de schizophrénie d'entendre ceux qui sont pour la défense absolue des États-nations, qui se disent si on veut être souverain, si on veut avoir la liberté de changer le monde, il faut revenir aux États-nations, et qui, de ce point de vue-là, s'en prennent à l'Union européenne, alors que ce qui fait frein pour essayer d'avancer, c'est effectivement les pulsions de retour sur soi des États-nations, et notamment même de l'Allemagne, qui était pourtant, qu'on présente souvent pour être très, très pro-européenne. Oui, à condition que ça percute les trucs. Et Aurore a parlé des Pays-Bas, là c'est le summum. C'est-à-dire que c'est un pays qui est ni plus ni moins qu'un paradis fiscal en Union européenne, qui explique qu'il ne faut pas être solidaire. Or, l'une des activités économiques qui fait que les Pays-Bas sont riches, c'est qu'ils ont cette plus-value fiscale par rapport aux autres pays européens. Donc, ils font leur beurre là-dessus. Mais ils disent, par contre, on ne veut pas mettre au pot commun. Je voulais, par rapport à l'image de l'Europe, il y a une étude Kantar qui vient de sortir, qui est très inquiétante, qui montre que la France, quand on demande aux gens, on l'a demandé dans tous les pays d'Europe, est-ce que vous avez confiance en l'Union européenne? Sur les 27, en France, on est avant-dernier. Avant-dernier. Derrière nous, il y a la Grande-Bretagne. Et juste avant, qui ont une meilleure confiance en l'Europe, il y a la Grèce et l'Italie. Donc, je pense qu'on est dans un moment où si on continue à ne pas comprendre que soit il y a un saut solidaire de l'Europe qui justifie son existence, soit l'Europe va se dépioter par le bas. Il n'y a pas de statu quo possible. Si on reste au statu quo aujourd'hui en disant on fait comme on peut avec l'intergouvernementalité et puis nous les parlementaires on essaie de courir après la balle pour donner notre avis sur le budget, personne n'en a rien à faire parce que c'est au niveau des États que ça se discute avec vaguement la Commission, mais enfin, ça ne peut pas durer comme ça. Donc là, il y a un enjeu fondamental, soit il y a un saut qualitatif de l'Union européenne, soit, je le crains, l'expérience de l'Union européenne sera dans quelques années un souvenir, une occasion ratée. Donc, il faut avoir conscience quand même de la crise que l'on traverse. Et au fond, la crise du coronavirus, elle est qu'une illustration d'un mal-être qui datait depuis un moment. Ce que je disais un peu tout à l'heure sur la jeunesse, une crise, elle révèle rarement en réalité de nouveaux éléments. Elle fait ressortir les injustices de façon encore plus criante. Et donc, pour moi, une Europe solidaire, c'est quoi? C'est quoi les trois piliers? Un, c'est donc une Europe sociale, on l'a dit, donc qui doit aller avant tout au secours des plus fragiles. Et donc ça veut dire, pour les pays riches de l'Union européenne, aider les pays les plus fragiles. Pour l'instant, on l'a vraiment insuffisamment fait, et c'est pire depuis quelques années. Il y a eu l'exemple de la Grèce, Aurore y faisait allusion avec Varoufakis, et on sent que ça s'accélère, donc une Europe réellement sociale. J'ai envie de parler d'une Europe inclusive, et c'est un peu ce qu'on évoquait en parlant de la jeunesse. On parlait d'Erasmus tout à l'heure, je me rappelle, c'est, je crois, gare Montparnasse, il y a un escalator très long, enfin, c'est pas un escalator, c'est un tapis roulant, et il y avait une illustration de l'Europe Erasmus. Et alors, c'est une anecdote qui va vous interpeller ou pas, mais moi, elle m'avait interpellé, c'était des photos de couples avec des enfants qui s'étaient connus grâce à Erasmus. Et j'avais regardé plusieurs fois cette fresque immense, c'était que des blancs, que des blancs. Et donc, ça dit quelque chose
de cette vision de l'Union européenne qui est inclusive, mais qui pourrait l'être davantage. Je prends l'exemple des personnes minorités visibles, mais c'est vrai au niveau social, c'est vrai du clivage entre urbain, l'Europe métropolisée et l'Europe rurale, etc., etc. Donc une Europe inclusive qui s'adresse à tout le monde. Et dernier point, évidemment, une Europe écologique, c'est-à-dire qui prend en compte dans toutes ses politiques des limites planétaires. Or, j'essaie de finir là-dessus rapidement. Nous, en tant qu'Européens, je pense qu'il y a quelque chose dont il faut qu'on prenne conscience. On parle souvent des limites, des frontières de l'Europe. Or, pour nos moyens de subsistance, pour notre richesse à nous, occidentaux européens, il n'y a pas les frontières de l'Europe. Les frontières d'extension pour notre puissance économique, et ça depuis des siècles, c'est l'ensemble de la planète. Et donc, la question des limites de notre modèle économique par rapport au fait qu'on n'exploite pas des ressources de façon à considérer, elle doit être partie intégrante du projet européen. On ne peut pas continuer de vivre dans un mythe où la puissance économique, politique européenne considérerait qu'elle peut s'accaparer des ressources sans limite, par rapport aux pays du Sud, et même au-delà même des limites planétaires. Et donc là, si on veut que l'Europe fasse un nouveau saut, elle doit être sociale, elle doit être inclusive, et dedans il y a la question démocratique, et elle doit être écologique. Pauline, la question du public, s'il te plaît. Oui, alors c'est une question sur les régions transfrontalières. C'est la question de Margot Rouchet des Jeunes Européens en France. La solidarité européenne s'est beaucoup jouée dans les régions transfrontalières. Pourtant, le cadre budgétaire prévoyait, sauf erreur, vous pourrez corriger si c'en est une réduction du budget dédié à la politique de cohésion, dont dépend directement la coopération transfrontalière. Quelle vision défendez-vous de la politique de cohésion dans les prochaines années? Et je propose qu'on garde le même ordre de prise de parole. Donc, c'était Madame Laluc, je pense, d'abord. La réalité, je vais être assez cash, puisque David a été assez cash, c'est qu'on pourra mettre en place n'importe quelle politique de cohésion sociale. Et je vais faire le lien avec ce qui va être dit après. Il nous faut une Europe qui fonctionne d'un point de vue économique de manière non antisociale. La réalité que nous avons aujourd'hui, et on pourra mettre des politiques de cohésion, ceci, cela, tout ce qu'on veut à côté, c'est que tant qu'on aura un fonctionnement de la zone euro et de l'Union européenne, un fonctionnement économique qui, de facto, dans sa structuration, est antisocial, parce que course au moins-disant fiscal, parce que déflationniste par nature. La déflation, c'est mauvais pour les classes moyennes, c'est mauvais pour les plus pauvres. Et on est dans une zone qui est structurellement déflationniste. On ne sait pas lutter contre la déflation, c'est très dur. En économie, on sait lutter contre l'inflation, on ne sait pas lutter contre la déflation. C'est un enfer pour les économistes. On est dans une zone qui ne fait pas de transfert entre pays riches, entre pays pauvres. Bref, dans une zone qui a tendance à accroître et à mettre en compétition les peuples les uns contre les autres, alors que David l'a parfaitement rappelé, la base normalement de la construction européenne, c'est d'assurer la prospérité pour éviter la guerre. Solidarité, prospérité pour éviter la guerre. Donc moi, sur la question des politiques de cohésion et tout ce qui va à côté, en fait, je vais être très sévère, mais c'est parce que je suis très inquiète, moi aussi, pour l'avenir de l'Union. Je pense que si on continue comme ça, ça va être qu'un lointain souvenir dans quelques temps. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il nous faut un changement fondamental dans notre façon de faire de l'économie au niveau européen, et ça fera le lien probablement avec le débat qui va suivre. Mais je me tais, je laisse la parole à mes collègues. Oui, Madame Yocourtin, à vous. Enfin, quand vous parlez de la politique de cohésion, là je pense que vous parlez davantage des fonds régionaux, me semble-t-il, avec effectivement là, la politique, il y a effectivement l'aspect social des choses. Moi, s'agissant de la politique de cohésion, c'est là encore... ça va rentrer dans les négociations, dans le cadre des négociations sur la question du budget, le cadre financier pluriannuel qui doit être discuté pour 2021-2027, et de savoir ce qu'on y met dedans et quelles régions on aide. Il y a des points ici qui sont des points de vigilance, et notamment en lien avec la question de l'état de droit pour certains pays qui sont des pays qui bénéficieraient le plus de fonds régionaux et qui, en ce moment, profiteraient notamment de la crise pour se donner
de façon autoritaire, en muselant la presse, en emprisonnant l'opposition, ou que sais-je encore. Donc ça, c'est un des sujets, bien évidemment. Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'effectivement, les mécanismes, la réalité de la solidarité européenne, elle s'est vue entre les transfrontaliers, effectivement. Et donc, c'est justement ça qui est probablement, je pense, à renforcer. Alors, moi, ce n'est pas un sujet non plus que je suis en étant, je ne suis pas dans régie, mais bien évidemment, les fonds régionaux qui sont alloués à nos territoires, puisque c'est de ça dont il s'agit, nos régions, doivent perdurer, continuer, et bien évidemment, c'est l'idée, effectivement, de fragmenter le moins possible l'Union européenne et de faire en sorte d'aider ceux qui sont les plus en souffrance et les plus dans le besoin, tout en respectant les valeurs de l'Union européenne. J'ai parlé tout à l'heure d'état de droit parce que ça me semble important à l'heure actuelle avec certains pays qui, comme je l'ai dit, ont des tendances à des dérives autoritaires assez importantes et dangereuses et qu'il faut soulever. Monsieur Cormand, très rapidement pour finaliser la question de la solidarité. Oui, je voyais les petites questions sur… il y a la question de la politique de cohésion, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'histoire du budget. Donc, je ne vais pas le redire, mais j'ai vu qu'il y avait une petite question sur la question des ressources propres. Les ressources propres, en clair, c'est la fiscalité directe de l'Union européenne. Pour que vous ayez une idée, il y a 20 ans, 25 ans, le budget de l'Europe, de l'Union européenne, elle était financée par 70%, 80% de ressources propres. C'est en quoi des ressources propres? C'est que ce n'était pas les États qui donnaient de l'argent à l'Union européenne, c'était l'Union européenne qui directement collectait des ressources. Parce qu'à l'époque, il y avait des droits de douane et que petit, avec l'intégration européenne, le traité de libre-échange, il n'y a plus de droits de douane. Donc les recettes de l'Union européenne ont baissé. Et pour les combler, c'est les États qui ont dit nous, c'est pas grave, on va compenser, on va vous donner de l'argent. Sauf que plus ça va, plus ils hésitent à nous en donner. Et donc aujourd'hui, d'une situation où l'Union était autonome à 75-80% pour son budget, aujourd'hui, c'est plus que 25% ces ressources propres. 75%, c'est ce que daignent donner les États. Donc tous les ans, et tous les 7 ans là pour le budget pluriannuel, nous, l'Union européenne, on fait la manche auprès des États pour qu'ils veuillent bien nous donner un peu d'argent pour maintenir des politiques. Et là, à chaque fois qu'il y a un budget pluriannuel, il y a une discussion pour dire ouais, mais il y a des nouvelles priorités. C'est normal. Par exemple, là, la nouvelle priorité dont vous avez entendu parler, c'est le fameux plan vert, enfin le Green New Deal, qui est, encore une fois, avec le budget de l'Union actuelle, c'est vraiment peanuts, mais c'est la nouvelle priorité. Mais comme on n'augmente pas les recettes et comme on n'augmente pas le volume du budget, si on augmente une nouvelle politique, c'est qu'il faut bien les rogner ailleurs. Et où est-ce qu'on a rogné? Notamment au niveau de ce qu'on appelle les politiques de cohésion. Et à mon avis, c'est une énorme ânerie, parce que, mais c'était dit un peu par Stéphanie, c'était un moment où l'Union européenne était un peu concrète pour les territoires, sur les territoires. Et donc, rogner ces moyens-là, je pense que c'est vraiment une bêtise. Et l'un des budgets aussi qui a morflé, c'est la PAC, c'est-à-dire avec un statu quo. Or, la PAC, la politique agricole commune. Alors, quand on parle de transition écologique, le faire sans prévoir un financement de la transformation pour les paysans avec la PAC, c'est tout simplement une folie. Donc, oui, il faut des ressources propres et de ressources propres nouvelles. Je vais finir là-dessus. Je voyais dans les questions qu'il y avait quelque chose avec une fiscalité sur les entreprises au niveau européen. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que si c'est levé au niveau européen, vous avez moins de problèmes d'évasion fiscale, en tout cas d'un État à un autre. Donc ça, il y aura moins de dumping fiscal entre les États. Et je pense aussi à tout un tas de recettes que les États sont très mauvais pour lever. Par exemple, tout ce qui est fiscalité écologique. Si vous avez une fiscalité écologique au niveau européen, c'est plus compliqué d'échapper à cet impôt-là. La fiscalité sur les transactions financières, ça fait des années qu'on entend qu'il faut fiscaliser les transactions financières. C'est impossible de fiscaliser ça au niveau d'un État, parce qu'évidemment, les gens ils vont aller dans le pays d'à côté pour ne pas être soumis à l'impôt. Si vous le faites au niveau européen, c'est plus compliqué d'échapper à cette recette-là. Une autre idée de recette, c'est la taxe sur le kérosène. Aujourd'hui, la fiscalité kérosène, elle n'existe pas, il n'y en a pas, c'est zéro. Donc là, si vous le faites au niveau d'un État, vous pouvez, mais vous avez le risque que les avions ils aillent dans le pays d'à côté.
si vous le faites au niveau européen. Donc là, il y a un enjeu, si on veut qu'on pèse, si on veut qu'une politique européenne soit cohérente, elle doit avoir une fiscalité propre et donc des ressources propres, et donc plutôt choisir des impôts que les États eux-mêmes ne savent pas lever ou lèvent mal, pour qu'on soit plus efficace et pour qu'on puisse avoir de l'argent potentiellement à dépenser. Un dernier mot par rapport à ce que disait Stéphanie tout à l'heure sur d'abord, il faut attendre la fin de la crise et ensuite on pourra agir. Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est justement dans les périodes de crise qu'on peut avoir des bougées. Si on attend que les choses reviennent à la normale, déjà que là on voit en pleine crise, la tentation du manque de solidarité, elle est immense. Si on attend la fin de la crise, les choses reviendront comme avant et on ne pourra plus rien bouger. Donc là, je pense qu'on a une fenêtre de tir, justement parce qu'il y a urgence, pour pouvoir bouger les choses, y compris pouvoir mettre de côté les traités sur un certain nombre de thèmes qui aujourd'hui nous bloquent pour pouvoir agir. Et là, notamment, il y a une grosse bagarre sur qu'est-ce qu'on fait de la BCE. Et ce n'est pas un hasard, je finis là-dessus vraiment, si la Cour centrale en Allemagne a envoyé ce coup de semonce, je pense qu'ils sentaient qu'il y a une tentation de dire l'indépendance de la BCE, ça commence à bien faire. Et leur façon et quand ils décident ça, c'est une façon d'envoyer un message, ça va, n'allez pas plus loin avec la BCE. Mais il faut aller plus loin. Avoir une Union européenne, une puissance économique comme l'Europe, sans avoir une banque centrale sur laquelle on a un contrôle politique, c'est une folie. C'est vraiment, c'est avoir que les problèmes d'avoir une banque centrale sans en avoir les avantages. C'est absurde. Donc ça, c'est dans les moments de crise qu'on peut bouger ça. Si on attend que ça revienne à la normale, bonne chance pour pouvoir bouger ce temps-là. Merci beaucoup. On a pas mal entamé en fait sur la troisième thématique, l'économie. Donc je laisse la parole à Bénédicte. Bonjour à tous. C'est vrai que voilà, on avait choisi de toute façon ces trois thèmes-là parce qu'en effet, l'économie, on savait bien qu'elle allait revenir sur qu'elle allait venir sur les deux premiers. Voilà. Vous avez tous dit ce qui pourrait être fait, ce qui est fait et ce qui pourrait être fait, mais comme vous l'avez souligné là tout dernièrement, c'est maintenant qu'il faut agir. On parle d'un plan de relance qui va être annoncé là mi-mai. On parle des financements qui vont se déterminer pour les politiques européennes 2021-2027. Donc en 2020, c'est maintenant. Donc, le problème que vous avez souligné aussi, que les États membres, justement, soutiennent majoritairement le budget de l'Union européenne, peut-être pas à bonne hauteur en effet, mais on a l'impression d'être coincé en fait. Si les États membres ne veulent pas bouger, justement les financements pour la jeunesse, les financements pour d'autres politiques, on a parlé de la politique de cohésion, etc. Comment ça va pouvoir se mettre en place et se mettre en place là dès maintenant? Et qu'est-ce que le Parlement européen, vous, eurodéputés, vous avez les moyens de faire? Parce que on parlait de gouvernance dans la solidarité, il y a aussi des choses qui bloquent, qui vous freinent aussi pour aller de l'avant. Donc, Madame Lyon-Courtin, peut-être, pour rebondir là-dessus? Alors, c'est un thème extrêmement passionnant, intéressant. Je ne sais pas combien de temps on a. Juste pour revenir sur ce que disait tout à l'heure David sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe de cette semaine, bien évidemment, c'est un arrêt qui, à mon sens, doit être pris pour ce qu'il est, à savoir l'arrêt certes d'une Cour constitutionnelle, mais d'un État membre. Donc, je crois que nous, il faut qu'on reste attachés à la stabilité de la zone euro qui est importante, au respect de l'indépendance de la BCE et de son rôle, comme l'a rappelé aussi Aurore, majeur en termes de politique monétaire de la zone euro, et plus que jamais on en a besoin. Je crois qu'il faut relativiser aussi dans le sens où, à ce stade, les juges ont demandé des justifications en termes de proportionnalité des mesures prises dans les programmes passés de la BCE. C'est donc pour l'instant pas une remise en cause des programmes qui ont été adoptés massivement là, par la BCE pour la crise actuelle. Donc, voilà, je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse, mais ça peut être aussi une volonté de remettre en cause tout un dispositif européen. Il faut faire attention. Ça fait le lien avec justement la réponse, enfin, en tout cas les éléments de réponse que je vais pouvoir apporter à Bénédicte sur le fait que, je l'ai dit tout à l'heure, et je voulais aussi répondre à David en disant que je n'ai pas dit qu'il fallait attendre de revenir à la normale pour envisager la reconstruction et la relance, puisque de toute façon, à mon avis, il n'y aura pas de normale
tout de suite. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il y avait quand même une urgence pour l'instant et des mesures d'urgence à prendre dont on voit bien que de toute façon, elles sont prises pour un temps limité. Je vais prendre 2 exemples. D'abord, cette mesure exceptionnelle qui n'avait jamais été prise avant, qui est celle de la BCE. Ah oui, tu dois partir dans 3 minutes, Aurore, c'est ça? Oui. On va donner la parole à Madame Lanuc. Alors du coup, merci, on reviendra avec vous. Je suis absolument navrée, Stéphanie, c'était pas pour te couper du tout, c'était pour prévenir les conférenciers que je devais partir dans 3 minutes et que voilà, j'étais totalement navrée. Oui, sur les résultats, je suis perturbée. Sur les questions économiques en tant que parlementaire, et vous voyez qu'on s'entend tous très bien, que ce soit David, Stéphanie ou moi, mais on a des vraies différences aussi, on a des vraies divergences. Moins avec David, quasiment pas avec David, à vrai dire, mais peut-être plus avec Stéphanie. Mais la réalité, c'est qu'il faut qu'on puisse réorienter profondément notre modèle de production. David a parfaitement établi les pistes pour pouvoir lever pour avoir des ressources propres, les taxes environnementales, etc. Je partage parfaitement ce qu'il a dit. On peut aussi penser à ce que notamment Gabriel Zucman et d'autres proposent, c'est-à-dire faire un impôt exceptionnel sur une période de 10 ans de 1% sur le patrimoine et les revenus des plus riches, parce qu'il faut mettre tout le monde à contribution pour faire montre de solidarité. Ça, c'est aussi une possibilité et qui ferait, à mon avis, du bien, qui serait un signal politique fort. Il faut évidemment finir la construction de cette zone euro et de cette Union européenne, parce que la monnaie, c'est un outil économique, c'est un outil politique. C'est de la souveraineté, la monnaie, c'est de la violence, c'est de la confiance. Et effectivement, comme David l'a dit, il est absolument aberrant qu'une banque centrale soit indépendante. Ça n'existe pas. Et de facto, elle n'est pas vraiment indépendante en plus, cette banque centrale, on le sait. Donc, c'est vraiment un leurre et ça nous fait perdre énormément de temps. Et les statuts de la banque centrale tels qu'ils sont faits aujourd'hui, le fait qu'ils ne puissent pas financer directement les États, ce qui nous coûterait moins cher que de passer à chaque fois par les marchés financiers où l'argent, on ne sait pas finalement exactement où il va. Il y a ce qui s'appelle le canal de transmission bancaire, il est bouché. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent finalement au secteur bancaire en se disant tiens, il va aller financer l'économie réelle et les États, et bien ça ne se passe pas forcément comme ça, ils en gardent une partie. Ça va falloir vraiment travailler dessus et redevenir pragmatique parce que oui, et là je suis entièrement d'accord avec David, c'est dans les moments de crise que les choses changent. Et d'ailleurs, on le voit très bien, il y a des forces quand même un peu réactionnaires qui se mettent en branle aujourd'hui. Alors nous, on le voit à notre niveau national, mais on le voit aussi au niveau européen. On a beaucoup de lobbies qui vont demander à ce qu'on détricote les avancées environnementales sur la question des plastiques, sur la question des objectifs, aussi en termes de réduction des gaz d'émissions à effet de serre. On a vu aussi que certains pays le demandaient. Bref, on sent très bien que c'est dans les moments de crise, en fait, il ne faut pas forcément tout le temps faire unité, il faut se battre pour ce qu'on croit être juste. Et je suis petite fille de résistante comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et donc, c'est dans les moments de crise où on m'a appris que non, il ne faut pas forcément tout le temps faire unité, il faut se battre pour ce qui est juste. C'est à mon avis essentiel. Et en fait, sur la question économique, les dettes vont exploser. Ce n'est pas grave. Mais ce sont des dettes qui ne seront pas remboursables. Et ça, il faut un moment qu'on l'ait en tête aussi. On a un nombre de tabous absolument incroyables au niveau européen sur les questions économiques. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre de l'idéologie et de la politique dans les finalités et les moyens, on les met dans les moyens. Et tout d'un coup, la dette, c'est mal, on ne sait pas pourquoi. Les annulations de dette, c'est des choses qui arrivent quotidiennement. C'est mal, on ne sait pas pourquoi. L'inflation, c'est un drame, on ne sait pas pourquoi. Bref, il y a beaucoup trop d'idéologie qui est mis dans les moyens, alors que l'idéologie, on a des confrontations idéologiques et politiques, mais elles doivent être mises absolument dans les finalités. Et enfin, je finirai sur ce que faisait le Parlement européen. 10 jours avant la crise, le Parlement européen essayait de proposer un rapport pour réorienter les politiques économiques, pour pouvoir desserrer les contraintes budgétaires, pour qu'on puisse investir dans la santé, dans l'éducation, dans la transition écologique. Et ce rapport, il a été largement planté. Notamment, je suis désolée et je sais que ce n'est absolument pas la faute de Stéphanie, mais c'est pour dire qu'il y a du clivage. Il a été notamment planté par la délégation, par Renew et par la droite qui estimait qu'on proposait un rapport de bien-être. Je pense qu'il serait temps qu'à l'aune de ce qui est en train de se passer, ils révisent leur jugement sur ce sujet. Voilà, je dois partir et je voulais infiniment vous remercier pour cette conférence.
Merci beaucoup, merci d'y avoir participé. Donc, juste peut-être quelques mots, justement, Madame Yoncourtin, on redonnera la parole à Monsieur Cormand, justement, sur peut-être aussi cette immédiateté d'action aussi, et ce que le Parlement européen, en tant qu'eurodéputé, en tout cas, vous pouvez faire et ne pas faire pour l'instant. Donc, Madame Yoncourtin, peut-être terminer du coup, votre propos. Mon propos n'était pas de dire qu'il fallait attendre de revenir à la normale pour envisager la relance, c'était réfléchir bien évidemment maintenant, mais il y avait à ce stade encore, et on voit des mesures d'urgence qui ont été prises, et on voit bien qu'on s'est fixé notamment un cap et une échéance pour ces mesures d'urgence. J'en vois déjà deux importantes qui sont assez exceptionnelles et inédites. Quand vous voyez la souplesse l'assouplissement des règles en matière de règles d'État, en matière de politique de concurrence, qui ont été prises par la Commission européenne rapidement pour valider un maximum de soutien d'États membres vers les entreprises et les actions économiques. Ça, c'est important, puisque l'idée, effectivement, elle est dans un premier temps d'éviter les faillites autant que possible des entreprises et de faire en sorte qu'il y ait moins de chômeurs possible pour justement derrière envisager comment on peut relancer l'économie qui a été mise sous cloche. Il faut aussi relever rapidement l'initiative inédite de recourir, vous savez, à ce qu'on appelle la clause dérogatoire générale, donc le pacte de stabilité et de croissance, qui fait que ça a permis au gouvernement finalement de dépenser sans compter. Alors certes, ça va entraîner derrière d'autres difficultés, mais ça permet de lever les verrous des fameux critères en termes de déficit public et donc de faire en sorte que les États puissent dépenser sans compter. On voit que parallèlement et à la suite de ça, il y a énormément de mesures qui ont été prises, notamment le mécanisme SURE, vous savez, de 100 millions en soutien aux financements nationaux pour le chômage partiel. Ça, c'est important, parce qu'il y a des États membres qui ne bénéficient pas des mêmes systèmes sociaux que nous. Il y a également l'activation des lignes de crédit à travers le mécanisme européen de stabilité, qui a permis de dégager 410 milliards d'euros pour les pays, pour financer pour les pays les plus touchés. Donc, ce sont des lignes de crédit, certes, et ça reste toujours des prêts. Et puis s'agissant de la BEI, hein, un fonds pan-européen pour notamment les PME à hauteur d'à peu près 200 milliards d'euros. Alors, il y a bien évidemment maintenant la question, au-delà de tout ça, du paquet évalué à ce stade à peu près 500 milliards d'euros, qui a été validé par le Conseil, la question du plan massif de relance qui doit être temporaire pour financer la reprise économique et qui doit effectivement être ambitieux pour faire en sorte de rester, et ça c'est très important, et là je sais qu'on a quelqu'un du groupe Les Verts qui est là, donc qui ne pourra pas, qui à mon avis abondera en ce sens. Je crois que la question du Green Deal est importante, il faut rester ambitieux par rapport à ces priorités qu'on s'était fixées, le Green Deal, mais également continuer à accompagner la numérisation, la digitalisation de l'économie. Et dans ce plan de relance, bien évidemment, il y avait la question de l'émission de dette commune. Alors, c'est pas l'idée, là, le principe, c'est qu'il faut qu'on ait une capacité à s'endetter ensemble, les États, pour financer les investissements sectoriels futurs. Et donc, ça, c'était important. C'est cette idée de recovery. Alors, Madame Yoncourtin, merci. Justement, Monsieur Cormand, sur ce plan de relance, Madame Yoncourtin a exposé justement les thématiques aussi qui étaient ressorties de votre plénière d'avril, de mi-avril. Mais concrètement, il va sortir quand ce plan de relance? Il va être effectif quand? Il y avait une question aussi de Laure Voivenel là, sur le chat qui disait justement, voilà, c'est cette politique européenne et les financements 2021-2027. Et demain, encore une fois, quand ça va pouvoir se mettre en place, en tout cas, qu'on ait des cadres pour travailler, nous, après, en région, au local. Ça permet de répondre aussi à la question initiale, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Parlement. Alors, comme je viens de le dire, la question du budget de l'Union européenne, en fait, nous, en tant que parlementaires, on a le droit de voter les dépenses. C'est-à-dire qu'on vote le budget, mais ce n'est pas nous qui votons son volume, puisque son volume, il est déterminé, comme je l'expliquais, parce que les États veulent bien donner. Et le Parlement n'a pas le droit de se voter des nouvelles recettes.
C'est-à-dire que si on veut des ressources propres nouvelles, il faut qu'elles soient négociées avec les États qui hésitent à le faire parce que, il y a deux raisons. Ils se disent oui, mais si on laisse l'Union européenne lever de l'impôt, c'est potentiellement moins de recettes potentielles pour nous si on les levait nous-mêmes. Et deux, on ne va pas se mentir, c'est aussi une manière pour les États de garder la main, garder le pouvoir sur le budget européen. C'est-à-dire de dire, attendez, vous êtes bien gentils, les députés, mais vous allez bien sûr voter les dépenses, mais comme c'est nous qui dotons votre budget, on va se mettre d'accord sur quelles vont être ces dépenses. Donc là, il y a un vrai problème démocratique, et là, on est dans le moment, ce que vous rappeliez, où on est en train de discuter, c'était prévu de longue date, ce qu'on appelle le MFF, le budget pluriannuel, pour 2021-2027. Et pour l'instant, c'est très compliqué parce que les États n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux, la Commission hésite à forcer la main et donc attend avant de donner un chiffre clair. Et donc là, j'espère que le Parlement va reprendre la main ou va prendre la main sur cette affaire. Donc, en commission budget, il y a pour l'instant une unité assez forte. On sent quand même, alors on parlait des groupes, là il y a le groupe Renew, centre pour faire simple, Vert et social-démocrate aujourd'hui. Il y a un autre groupe évidemment qui est le plus important au Parlement européen, qui n'est pas présent aujourd'hui, qui est le groupe PPE, c'est la droite européenne. Et puis il y a deux groupes encore plus à droite, l'extrême droite, ID, et plus nationaliste, qui s'appelle ECR, qui compte quand même beaucoup de députés. Mais s'il y a les députés du groupe gauche, il y en a encore un autre groupe à gauche qui s'appelle GOE, le groupe Vert, le groupe social-démocrate et le groupe Renew, le prochain budget pluriannuel, il y ait des ressources nouvelles et qu'il y ait un volume suffisant, c'est-à-dire plus important que celui qui était prévu, logiquement, on peut contraindre, parce que nous, on a le droit de voter non. Si le Parlement dit on vote non au budget, les autres, ils ne peuvent pas le faire valider. Et là, vous allez avoir un jeu politique où, logiquement, on sent venir ça, les États vont dire, de toute façon, c'est la crise, si vous, députés, vous votez contre notre proposition, vous êtes irresponsables et vous allez faire le malheur des Européens. Et donc, il y a une sorte de chantage de communication qui est menée. Et de mon point de vue, nous, on doit tenir bon en disant non, c'est parce que justement, il y a une période de crise qui est importante qu'il faut revoir la manière dont on travaille ensemble jusqu'à maintenant. Et on a besoin d'une souveraineté européenne, un pouvoir démocratique européen qui lève l'impôt pour pouvoir répondre aux dépenses. Sur le plan vert, c'est exactement ça le problème qu'on a. C'est qu'il y a le principe d'un plan vert qui est validé, mais il faut de l'argent en face. Toutes les études qu'on a montrées pour faire la transition écologique au niveau européen, pour faire arriver à ce qui était dans l'accord de Paris, c'est-à-dire pas dépasser 1,5 degré, c'est entre 1000 et 2000 milliards d'euros qu'il faut. Rien que pour ça, rien que pour la transition écologique. Or, aujourd'hui, le budget annuel de l'Europe, enfin le budget pluriannuel tel qu'il est discuté en ce moment, c'est pour 7 ans, c'est un peu plus de 1000 milliards. Donc je sais qu'on est en train de parler de gros chiffres là, mais c'est ce volume-là dont il faut avoir l'esprit. Donc ce dont on a besoin, c'est rien que pour la transition écologique des 5-10 prochaines années, en plus des autres politiques, il faut 1000, 2000, 3000 milliards d'euros pour pouvoir mener ça. Or là, on n'a pas le volume de jeu financier pour le faire. Donc là, les parlementaires, ils peuvent agir pour le plan vert en pression. Ils peuvent agir, deuxième point, sur l'essentiel de notre pouvoir, c'est la réglementation. Et donc là, au niveau du Parlement, si on veut une transition écologique, il faut émettre des règles et dire qu'il y a un certain nombre d'activités économiques qui ne peuvent être autorisées qu'à certaines conditions. Et donc, mettre des réglementations écologiques, des réglementations sociales. Moi, je travaille en ce moment sur un rapport au sein de la commission du marché intérieur sur un marché intérieur soutenable. Par exemple, c'est l'interdiction de l'obsolescence programmée, c'est la réparabilité et la réutilisation des objets de consommation, c'est le numérique vert, c'est légiférer sur la publicité qui nous induit en erreur. C'est toutes ces thématiques-là. Donc, on a quand même du pouvoir au Parlement européen, encore faut-il assumer de l'exercer. Et il faut une majorité politique pour aller dans ce sens-là. Théoriquement, elle existe potentiellement dans le Parlement actuel, à condition que toutes les forces qui sont
plutôt d'accord là-dessus, et moi je dirais de la GUE, c'est-à-dire de la gauche du Parlement jusqu'à Renew inclus, potentiellement sur des majorités d'idées. Il peut y avoir des majorités, mais il faut que tout le monde aille dans ce sens-là, sinon c'est pas nous qui avons la main. Merci, Monsieur Cormand. Alors, c'est vrai que le temps passe. Merci aux participants de nous accorder ce petit délai supplémentaire. Et puis, bon, en guise de conclusion, justement, la question que Pauline a relevée, qui fait un petit peu corps avec tout ce qui a été dit. Et voilà, je laisse la parole à Pauline pour poser cette question. Voilà, une question vraiment de conclusion qui va vous permettre du coup de faire votre mot de la fin à tous les deux. Donc simplement, à votre avis, est-ce possible de faire coexister les mots solidarité et économie au niveau européen? Et si oui, comment? Et pour éviter de encore plus allonger, je vous propose d'essayer de répondre dans les 2 minutes et on vous interrompra pour vous donner exactement le même temps de parole. On va garder peut-être le même déroulé. Donc, c'est Madame Lyon-Courtin qui a parlé en premier. Donc, allez-y. Donc, 2 minutes pour répondre à cette question sur la solidarité et l'économie. Et je voulais déjà abonder et faire l'écho de ce que disait David tout à l'heure et relever vraiment l'importance et le vrai pouvoir budgétaire du Parlement européen en matière justement d'adoption du budget, parce qu'il a le dernier mot. Avec le Conseil, il a ce pouvoir d'adopter l'ensemble du budget annuel et ça, c'est quand même très important. Oui, moi je crois qu'on ne peut pas, sur votre question coexistence, solidarité au niveau européen, bien sûr, je vais rappeler, puisqu'on est à la veille du 9 mai 1945, ce que disait Robert Schuman lors de sa déclaration, qui est vraiment l'acte fondateur et qui me semble être important, qui disait déjà l'Europe ne sera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par réalisation concrète. On ne les voit pas suffisamment parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Et parce que je crois que le fond du problème, le nœud est là, c'est que l'étude Kantar, effectivement, elle l'a rappelé. Mais pourquoi? Parce que il y a beaucoup de responsables politiques qui, en termes d'Europe, sont assez irresponsables politiques et ont toujours fait de l'Europe un bouc émissaire. Et donc, on met en avant le fait que c'était peut-être une structure, un machin, quelque chose qui n'existait pas. Or, je pense qu'il y a déjà des dispositifs de solidarité, certes, peut-être pas suffisants, mais qui donc nécessitent que dans la crise actuelle, on repense ces dispositifs pour plus de solidarité, encore une fois, sur les territoires. Et nous, parlementaires européens, nous sommes les seuls représentants des citoyens européens. Et donc, il est vraiment essentiel que dans cette crise, plus que jamais, pour éviter le chaos et un retour au nationalisme et au populisme qui pourrait très bien revenir rapidement, eh bien, il faut que tous ensemble, on soit collectifs. Et j'écrivais tout à l'heure dans le chat qu'effectivement, on assume nos divergences d'opinion, mais être unis dans la diversité, c'est ça aussi. Et c'est à un moment, lorsque les choses sont graves, telles que la crise que nous connaissons actuellement, eh bien, il faut savoir agir collectivement. Et la solidarité, ce n'est pas que de l'argent, c'est des preuves d'écoute, c'est de la communication, c'est sur le terrain, c'est de l'entraide. Et ce n'est pas juste de la monnaie sonnante et trébuchante, et ce n'est pas juste, je pense, taxer uniquement les riches, parce que je crois qu'il faut, pas uniquement, je crois qu'il faut que tous ensemble, on soit beaucoup plus collectif, et donc une Europe effectivement plus sociale, plus souveraine économiquement. On a fait les 2 minutes. Je suis désolée de vous interrompre comme ça. Monsieur Cormand, j'espère que vous êtes avec nous parce que vous avez dû vous reconnecter. Donc, je vais reposer la question rapidement pour que vous puissiez l'entendre. C'est, à votre avis, est-ce possible de faire coexister solidarité et économie au niveau européen? Et si oui, comment? C'est la question démocratique pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que l'Union européenne aujourd'hui, c'est un objet démocratique inachevé. Et il faut être humble par rapport à ça. Entre la Révolution française et, par exemple, le droit de vote des femmes en France, il s'est passé plus d'1 siècle et demi. L'Union européenne, c'est 70 ans. Finalement, c'est assez peu. Et il faut accepter que l'Union telle qu'elle est aujourd'hui est, encore une fois, je le disais, un objet démocratique inachevé. Et si on veut réconcilier la question de solidarité, d'économie, il faut qu'on franchisse ce biais démocratique. Parce qu'aujourd'hui, Aurore le disait tout à l'heure sur la Banque centrale européenne,
qu'on dit indépendante. Mais en fait, elle n'est pas indépendante. Elle n'y a pas de contrôle démocratique sur elle. Mais elle n'est pas indépendante. Elle répond à des critères qui sont des critères au fond politiques, que sont, j'allais dire austérité, c'est pas l'austérité, mais en tout cas la stabilité budgétaire, etc., etc. Sauf que ça, c'est des notions qui se discutent démocratiquement. Et pour que l'Union fasse ce saut qualitatif pour pouvoir appréhender ces sujets économiques et sociaux au niveau politique, il faut qu'elle se renforce démocratiquement. Et là, vous aurez, et nous aurons, par exemple, un Parlement européen qui aura la main pour mener des politiques de droite, de gauche, écolo ou quoi, mais au moins, il y aura une majorité qui aura été élue pour le faire et qui sera responsable devant les citoyennes et les citoyens. Là, aujourd'hui, cette espèce de cote mal taillée entre l'intergouvernementalité, la Commission, qui est un gouvernement, mais sans en être un vraiment, et le Parlement, on est dans une forme qui, à mon avis, n'a pas vocation à perdurer. Il faut qu'elle évolue vers une réelle démocratie fédérale européenne. Voilà, parfait. Vous avez tenu dans les 2 minutes exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis on va continuer dans les remerciements puisque là on va bientôt donc se quitter. Un grand merci donc aux eurodéputés pour cet exercice qui est visiblement à chaque fois avec les commentaires qui a renouvelé. Merci beaucoup au Parlement européen avec Isabelle Pousset et Lisa Paolini qui est merci aux collègues Europe Direct, on était 3 à co-organiser ce webinaire, donc à Miki, Lisa, Pauline et ma collègue Sonia aussi. Et pour les participants, donc de toute façon, vous recevrez un mail demain avec justement les contacts de chacun des centres Europe Direct. Il y a eu plein de questions, donc on va répondre aussi aux questions qui ont été posées. On va transmettre aussi aux eurodéputés, bien sûr, qui étaient avec nous. Et donc, le webinaire là est enregistré. Il va être aussi de toute façon possible en replay sur nos pages Facebook respectives. Le Parlement européen aussi le mettra aussi en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas à diffuser et je pense qu'on aura tout plein de rendez-vous avec nos eurodéputés d'attache normande certainement et d'autres. Et dans toute la France, vous avez d'autres webinaires qui se passent. Donc n'hésitez pas non plus à regarder la page événements du Parlement européen France. Vous aurez tous les contacts. Merci beaucoup à tous. À bientôt. À bientôt. Merci, à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir, merci à tous. Au revoir, merci beaucoup.